parmi ces personnages, cette fiction hein, que j'essaie de représenter et qui agit sur notre appréhension du monde, je me suis appuyée donc, sur ce personnage du Potomitan comme étant un personnage héroïque. Pourquoi? Parce que dans les entretiens que je faisais sur le féminin, donc sur la façon dont les femmes se représentaient leur expérience féminine, eh bien, le Potomitan revenait vraiment comme un personnage qui faisait l'objet d'une grande fascination. Et donc, j'ai voulu questionner cette fascination, comprendre pourquoi est-ce qu'il fascinait, pourquoi est-ce qu'il était glorifié, transformé en héros de notre société. Alors, on a déjà beaucoup défini, donc je ne reviendrai pas sur la définition de ce potomitan. Ce que je voudrais peut-être rajouter, c'est que ces femmes ont aussi souvent exprimé la liberté que le potomitan pouvait leur apporter dans leur appréhension du féminin. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'une seule définition de respectabilité, de normes, notamment imposées par les normes chrétiennes, les normes d'origine coloniale aussi, hein, que nous avons ici. Il y avait aussi des alternatives qui avaient été créées ici, qu'on avait développées nous-mêmes et qui donnaient tout un panel de possibilités de vécu féminin. Alors, ce personnage héroïque de la femme potomitan que j'ai parcouru dans ces recherches, je me demande aujourd'hui s'il offre aux femmes antillaises un modèle qui favorise leur émancipation et le respect de leurs droits, ce qui est évidemment un enjeu féministe fondamental. Alors, bien que nous attribuions à ce personnage du potomitan un rôle héroïque dans nos sociétés matrifocales, en fait, ce que j'essaierai de vous montrer ce soir, c'est que l'ériger en modèle à suivre par toutes, et en tout cas un modèle à transmettre systématiquement à nos filles, est à mon sens une arnaque. C'est une arnaque symbolique, une arnaque économique et c'est aussi une arnaque politique. Alors, une arnaque symbolique d'abord, parce que les femmes potomitans on leur attribue un certain pouvoir, mais en fait, le pouvoir des femmes potomitans, elles l'ont essentiellement dans le cadre du foyer. Et nous demeurons quand même dans des sociétés capitalistes qui sont profondément patriarcales. Et ce pouvoir qu'elles ont sur le foyer, c'est un pouvoir qui s'inscrit dans une sphère privée qui demeure un lieu d'exploitation économique des femmes. Alors, quand on parle de ce personnage potomitan, bien sûr, le modèle qui revient beaucoup, c'est celui d'une femme qui élève seule ses enfants. On insiste beaucoup dans une vision héroïque de ce personnage sur le fait que souvent, elle élèverait des enfants issus de pères différents. Alors, effectivement, c'est une réalité toujours, c'est un phénomène social qui existe bien sur notre territoire et qui a quand même une ampleur non négligeable lorsque l'on s'intéresse aux familles monoparentales, puisque la moitié des enfants grandissent dans un foyer où leur père est absent. Alors, si on prend en considération ces bouts familiales-là et les vécus de ces femmes qui élèvent leurs enfants sans la présence dans le foyer du père de l'enfant, eh bien, effectivement, on peut considérer que la moitié des enfants en Martinique ou en Guadeloupe, je parle pour la Martinique et la Guadeloupe parce que c'est les chiffres que je connais mieux, ont pour autorité principale leur maman. Et on peut aussi considérer que ces mères sont souveraines dans leur foyer, souveraines dans le sens où elles n'ont pas d'autorité au-dessus d'elles qui leur dit quoi faire, elles ont la souveraineté dans leur foyer. Alors, est-ce un réel pouvoir? Est-ce que c'est un pouvoir, en tout cas, qu'on identifie, qui est présent dans les discours, mais est-ce un réel pouvoir et quelle est la puissance politique de ce pouvoir? Alors, en termes de pouvoir, elles ont du pouvoir sur l'organisation de leur maisonnée, elles ont effectivement un exercice quasi hégémonique de l'autorité parentale qui peut être partagée avec d'autres femmes de la famille et de façon aussi concertée avec le père, hein, parce qu'il y a une grande diversité de situations qui dépassent dans leur diversité très largement le stéréotype et le modèle. Peut-être que quand je parlais, parfois, on pourra avoir l'impression que c'est un peu stéréotypé, mais c'est parce que j'ai vraiment travaillé sur cette fiction, c'est-à-dire sur quel est le modèle, quel est le stéréotype que nous avons. Et j'insiste sur le fait qu'en vérité, après, les vécus des femmes qui se disent potomitans sont tous uniques. Il
une seule femme potomitan aux Antilles, en fait. Il y en a autant que d'expériences. On a aussi cette sensation qui revient souvent, que les femmes potomitans n'ont de compte à rendre à personne. Au moins, elles prennent leurs décisions pour leur maison, pour leurs enfants, et elles n'ont à discuter ces décisions qu'avec personne. Qu'à la fin, ce serait toujours elles qui décident. Il y a un terme qui revenait souvent aussi dans les conversations, c'est celui d'inutile. C'est-à-dire que les femmes potomitans, au moins, elles n'ont pas à s'occuper d'un inutile à servir à la maison. Un inutile, un homme qui ne sait rien faire, qu'on doit servir, qui ne s'occupe pas des tâches ménagères, qui demande beaucoup d'attention et qui finalement est une bouche de plus à nourrir, un être de plus dont on doit s'occuper. Je me souviens particulièrement d'une réunion de femmes qui avait lieu autour du livre Sorcières de Mona Chollet. Et j'avais été très intéressée par des commentaires qu'on avait à la fin de cette petite séance de lecture, où une femme avait dit « Nous, on n'a pas les problèmes des femmes françaises. Hein. Les femmes potomitan ne se coltinent pas un petit chef à la maison. » Je trouvais ça génial, parce qu'il y avait cette idée que nous, la domination masculine, en fait, ça ne nous concerne pas forcément, ou alors tout à fait différemment, parce que nous, on se défait si on a un inutile à la maison, on ne va pas le garder à la maison, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et même en couple, même lorsqu'on a une situation de conjugalité, eh bien, apparaît dans ce fantasme de la femme potomitan l'idée que la femme est la maîtresse de la maison et que rien ne se décide sans elle, qu'en fait la vie du conjoint est accessoire, ou en tout cas secondaire. Alors, pourquoi est-ce que ce fantasme, cet archétype-là est une arnaque? D'abord, il faut qu'on s'interroge sur la réalité de cette souveraineté. Les femmes sont-elles vraiment souveraines dans leur maison, et quel est le pouvoir de cette dite souveraineté? Alors, il faut quand même rappeler que les violences conjugales existent bien, toujours, dans les foyers martiniquais, et que ces violences conjugales sont même plus importantes dans les foyers martiniquais dans lesquels les personnes se sont séparées récemment. Près d'une femme sur 5 en Martinique est en situation de violence conjugale, et ces choses-là ne s'arrangent pas, puisque chez les femmes de 20 à 25 ans, 8% des femmes sont victimes de violences physiques de la part de leur conjoint. Et ces violences-là, les violences conjugales dans leur ensemble, elles sont 2 à 3 fois plus importantes chez les femmes qui ont connu une séparation dans l'année qui s'est écoulée. Donc, le potomitan, c'est effectivement une possibilité d'émancipation du modèle nuptial hégémonique, mais cette émancipation, elle peut aussi s'accompagner de disputes dans le sens de la discussion, de la contradiction, mais aussi de disputes qui peuvent être violentogènes. En plus de la violence, il faut aussi penser au jugement moral dans une société de respectabilité, c'est-à-dire que ça ne se fait pas sans mal, ça ne se fait pas sans un prix. Et donc, ce prix-là, on le voit très bien aussi dans la définition archétypale de la femme potomitan, puisque la femme potomitan, c'est aussi un idéal sacrificiel, comme le dit très bien Nadine Faucheur dans un de ses articles. La notion de sacrifice est fondamentale dans la représentation que nous avons de ce potomitan. Et c'est dans ce sacrifice-là que réside l'arnaque la plus importante. Je veux parler notamment de la charge mentale et de la charge parentale. Alors, le potomitan suscite une reconnaissance sincère de la part des membres de la famille. On a vraiment, lors de la fête des mères, lors des anniversaires, lors des fêtes familiales, on démontre l'amour que l'on a pour cette mère qui a tout donné, qui s'est battue, etc. Donc, c'est un véritable amour, une véritable reconnaissance, mais on peut aussi avoir une véritable reconnaissance matérielle dans le cadre de solidarité intergénérationnelle. Sur sa fin de vie, la mère, elle est aussi largement accompagnée par ses filles elles-mêmes devenues potomitan, par les membres de la famille qui s'occupent d'elle, et on se souvient que l'on lui doit bien ça, puisque c'était le potomitan. Il faut savoir quand même que dans un contexte de déprise démographique, eh bien, on se retrouve avec beaucoup de femmes qui pouvaient espérer
ce retour, j'allais dire, sur investissement à la fin de leur vie, qu'on prenne grand soin d'elles sur leur vieux jour. Et on se retrouve avec de plus en plus de femmes qui vieillissent seules parce que les enfants sont partis et qui connaissent à peine leurs petits-enfants. Donc, en plus de l'arnaque d'un point de vue de l'analyse féministe, en fait, la question démographique renforce encore plus cette arnaque dans un contexte où les solidarités intergénérationnelles se retrouvent abîmées. On pourrait en reparler. Alors, en ce qui concerne enfin la question économique qui nous amène aussi à la question politique, c'est une question de stratégie. Il faut quand même rappeler, on l'a vu là en parlant d'histoire, que les allocations familiales, on dit souvent que les femmes potomitans sont des femmes, c'est les femmes de la CAF, etc., qui sont alimentées par la CAF. On entend encore, hein, quand on fait des interventions dans les écoles, dire que, ou avec les adultes, mais bon, moi j'en côtoie plus souvent les mineurs, que les filles font plein d'enfants parce que ça rapporte de l'argent, parce que la CAF leur donne des salaires mirobolants, etc. En vérité, l'argent de la CAF ne couvre pas les besoins qu'ont réellement les familles. Et les familles sont de moins en moins nombreuses. Et en plus, les allocations familiales n'étaient pas du tout à la hauteur de ce qu'elles étaient en France jusqu'aux années… et surtout, il faut savoir que jusqu'à la fin des années 60, on versait les allocations familiales au père dans des conditions où il était marié, où il y avait une filiation légitime. Donc, autant dire que la femme potomitan, elle ne touchait pas les allocations familiales dans ces conditions. Donc, bon, je ne peux pas sur les détails historiques de tout cela, on pourrait revenir. Mais en tout cas, les prestations familiales, si elles sont toujours importantes dans l'économie des foyers, les femmes restent quand même les principales soutiens de leur propre cellule familiale et les principales à supporter le coût de l'éducation. Ce n'est pas seulement le temps, il y a la charge mentale évidemment dont on a parlé, le fait de s'occuper des enfants, de ses proches ou le soin à la famille, mais il y a aussi l'argent, c'est-à-dire que ce qu'elle gagne est essentiel. C'est essentiellement elle qui apporte l'argent nécessaire à l'éducation de ses enfants. Dans un deuxième temps, les grands-mères et dans un dernier temps, les pères lorsqu'ils participent. Et là, on a des associations qui peuvent être tout à fait diverses et originales. Alors, pendant ce temps, les femmes, imaginons une femme qui a un niveau de diplôme particulier et qui se retrouve en situation monoparentale avec cette charge mentale très importante, cette charge économique très importante, eh bien, son clone masculin, lui, ce qui a exactement le même profil qu'elle, eh bien, il n'a pas cette charge mentale, il n'a pas toutes ces contraintes et en fait, il peut avancer dans sa vie professionnelle à une vitesse plus importante que celle qui, elle, est ralentie par cette question du potomitan. Et les prestations sociales ne compensent absolument pas en termes économiques et en termes aussi de développement personnel, ne compensent absolument pas le manque à gagner comparé à la situation de ce clone. Vous voyez, donc l'arnaque, elle est fondamentalement économique. Et nous nous retrouvons dans une situation où 41% des femmes en situation monoparentale en Martinique sont sous le seuil de pauvreté. En comparaison, moins de 20% des ménages en couple sont sous le seuil de pauvreté. Vous savez que chez nous, 30% de la population est sous le seuil de pauvreté. Mais en fait, dans cette pauvreté, elle est largement portée par les familles monoparentales. Donc, on voit bien que là, ce n'est pas juste de l'ordre du symbolique. On est dans le concret. Dans le concret, les familles monoparentales sont très souvent des familles pauvres. Donc, le modèle héroïque que nous présentons, le héros de notre histoire, l'héroïne de notre histoire, c'est une perdante d'un point de vue économique. C'est une gagnante du point de vue du symbole, mais concrètement, dans l'expérience que nous avons dans une société capitaliste, c'est quand même ce qu'il y a à la fin du mois sur le compte qui est le plus important dans notre appréhension de ce qui est vraiment le pouvoir ou de ce qui est vraiment une position dominante dans une société. Et tout cela participe à une situation où nous, par nos discours positifs sur la femme potomitan, on concentre les questions féministes, justement, les questions féminines dans la sphère domestique. On renforce avec le modèle potomitan l'idée que ce qui concerne les femmes se trouve dans la maison, parce que c'est là où se situe notre focus, où se situe notre regard, où se situe l'intérêt que nous portons à ce modèle féminin.
c'est dans la maison, dans cet endroit où s'éduquent les enfants et où se joue le martyre, le sacrifice, c'est là qu'est la grandeur de cette femme fantasmée. Et donc, pourquoi irions-nous y jeter un œil d'abord? Parce qu'il s'agit d'un lieu intime, d'un lieu dans lequel il y a une certaine forme de secret. Et c'est pour ça aussi que c'est un lieu qui peut être violentogène, parce qu'il est difficile d'y entrer, parce qu'on enferme à ce moment-là les questions féminines dans un lieu qui, par définition, devrait être un lieu fermé, celui du foyer. Les femmes ont-elles ce pouvoir dans l'espace public? Les femmes ont-elles ce pouvoir dans l'espace politique? Et si on veut briser cette barrière entre le dedans et l'extérieur, comment faire? Comment abattre un potomitan alors que l'on le décrit comme ce qui tient la société? C'est là une citadelle très difficile à attaquer du point de vue du militantisme et de l'analyse féministe, puisqu'il s'agit, on a l'impression à ce moment-là qu'on va s'attaquer à un fondamental de la société, antillaise. Et d'ailleurs, pourquoi s'attaquer à un martyr? Le martyr lui-même est souvent fier de son martyr, heureux de son martyr. On a toutes vécu des conférences où on parle du potomitan et où se développe, où on va avoir des témoignages, on aurait certainement ce soir aussi, de femmes potomitans qui racontent cette expérience et où finalement tout cela déborde d'amour et de positivité. On se dit, mais on ne peut pas, comment porter un discours négatif pour contrebalancer cela? Alors, il faut trouver des stratégies discursives pour montrer qu'il ne s'agit pas de dire que les femmes potomitans seraient à amoindrir. Évidemment que nous sommes fiers de ce qu'elles ont pu construire, mais en tout cas, peut-être qu'il faut questionner des modèles qui transmettent aux nouvelles générations, sont accompagnés aussi d'un discours qui favorise la relégation des femmes à la sphère domestique, qui ralentit leurs possibilités d'émancipation et d'évolution dans la sphère économique et dans la sphère politique, et qui relègue les questions féminines à une sphère domestique dans laquelle il est difficile d'installer un débat politique. Et ça c'est une question qui dépasse la question seulement du potomitan, mais qui s'installe vraiment dans toute l'ampleur de la question féministe au niveau politique. Comment mettre les questions féminines, que l'on dit féminines, au cœur du débat politique pour que ce soit des questions politiques et pas des questions d'intimité. Voilà pourquoi il serait bon de